Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver nombreux ce soir pour notre webinaire sur la fibromyalgie. Alors, cette pathologie, elle est encore largement sous-diagnostiquée parce qu'on a du mal à appréhender sa spécificité et aussi à en définir les causes. Donc, ce soir, on va au moins en dessiner les contours. Et Dr Henry va tenter de nous donner des clés pour un accompagnement du consultant fibromyalgique en médecine naturelle. Alors, on illustrera cette problématique avec l'étude d'un cas, donc un cas pratique à travers le BNS, pour vous montrer l'importance de connaître l'état des régulations internes du consultant. Et bien entendu, on se réservera un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions qui vous suffira, comme toujours, de noter sur le chat de côté. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous et à tout de suite. Merci Jean-Yves, à vous. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, on va bien sûr... alors, on va partager l'écran et on va tout de suite commencer avec notre petit PowerPoint dans lequel je vais essayer de vous expliquer des choses simples concernant la fibromyalgie. Voilà, je pense que tout le monde voit bien. Et bien, c'est parfait. Donc, comme personne ne récrimine, c'est que ça doit marcher. Ça va, ça arrive. On voit que vous commencez le partage d'écran. Ça y est, ça apparaît. Voilà. Alors là, qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie? Eh bien, la fibromyalgie est un syndrome musculo-squelettique douloureux. C'est une affection généralement chronique caractérisée par des douleurs tendinomusculaires diffuses accompagnées de troubles du sommeil et de fatigue. Donc, les troubles du sommeil et la fatigue, ce sont deux symptômes qu'elle a en commun avec la dépression, dont l'impact sur l'activité professionnelle et même sur les gestes de la vie quotidienne n'est pas négligeable. Alors c'est amusant, par exemple, ce sont des patients qui vont consulter l'ostéopathe et l'ostéopathe, généralement, il ne sait pas quoi faire parce que à peine il touche le patient a mal. Donc c'est vrai que c'est assez handicapant au niveau de ce que l'ostéopathie peut proposer. Alors les symptômes de la fibromyalgie sont extrêmement nombreux, essentiellement faits de douleurs tendinomusculaires, mais également de tout un tas de phénomènes spastiques, comme par exemple un syndrome de jambes sans repos, des fourmillements, des picotements, des tremblements, des vertiges qui sont liés à l'hypotension, des phénomènes de côlon irritable, des phénomènes d'impatience urinaire, de dysménorrhée, etc. Donc, vous voyez, on est chez des patients qui, en fait, ont des plaintes extrêmement répétées et à peu près de tous les appareils, et ceci de façon notoirement bilatérale. Ça touche qui? Alors, les personnes atteintes de la fibromyalgie ne présentent pas toutes les mêmes symptômes, ni le même degré d'intensité. La plupart des fibromyalgiques éprouvent des variations à la fois journalières et saisonnières à leurs symptômes. Ça varie dans le temps. Et ceux-ci sont généralement aggravés pendant les périodes de temps humides et froids, au début et à la fin de la journée et durant les périodes de stress. Elle touche 3 à 5% de la population et dans 85% des cas, ce sont des femmes. Elle peut se développer à la suite d'un stress physique, accident, surmenage, maladie, ou psychologique, deuil, divorce, etc. Elle peut aussi s'installer graduellement sur plusieurs années, parfois même depuis l'enfance. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement variable. La seule chose qui est notable, c'est que c'est une affection qui est quand même majoritairement féminine. Alors, on a été obligé d'édicter des critères de diagnostic. Donc, les critères, ce sont des douleurs spontanées, diffuses, bilatérales, aussi bien en haut qu'en bas, et au niveau du rachis et de la paroi thoracique antérieure. Ces douleurs sont chroniques. Elles évoluent depuis plus de 3 mois avec fatigue et troubles du sommeil. Et il y a une douleur à la palpation digitale de la majorité des 18
points de Yunus. Alors, les points de Yunus, ce sont des points sous-occipitaux, rachis cervical inférieur, bord du trapèze, etc. Ce sont tout un tas de points qui sont sensibles et qui sont en fait des points de renvoi des fascias. Ceci dit, il n'y a pas de points extrêmement précis. Il y a surtout des zones, et ces zones peuvent varier d'ailleurs d'un jour à l'autre, d'un sujet à l'autre, notamment selon le degré d'anxiété ou de fatigue. Donc, il convient mieux de parler de zones que de points. Bon, ce sont des zones où, en fait, quand on appuie sur le patient, quand on appuie sur ces zones, ça fait mal. Et d'ailleurs, la mobilisation de la zone est elle-même douloureuse. Alors, ils ont essayé de bien comprendre, de bien définir ça. Vous savez que l'allopathie est extrêmement puissante dans ses définitions. Donc, ils ont fait un auto-questionnaire, et cet auto-questionnaire permet, dans 90% des cas de patients souffrant de douleurs diffuses, de faire le diagnostic de fibromyalgie. Mais il faut savoir que, bien sûr, les syndromes douloureux fibromyalgiques ont des diagnostics différentiels nombreux. Et par exemple, la spondylarthrite. La spondylarthrite est une affection auto-immune inflammatoire, donc qui touche surtout l'axe rachidien et les sacro-iliaques. Et donc, ça va donner un syndrome qui va être de douleur chronique, qui va pouvoir être mis en avant comme diagnostic différentiel par rapport à la fibromyalgie. Alors, le tableau clinique est celui d'une patiente algique, avec des contractures d'effort, asthénique et dépressive. Alors évidemment, les psychologues vont parler tout de suite de névrose hystérique, c'est-à-dire que en fait, le corps va exprimer un conflit intrapsychique et sous forme de douleur et de crampes. Ces douleurs vont devenir rapidement chroniques et invalidantes. Et d'ailleurs, elle sera même parfois associée à un syndrome sec de Gougeot-Sjogren. Alors, il faut savoir que si c'est associé à un syndrome sec de nature auto-immune, on va plutôt rechercher une pathologie auto-immune associée, et en particulier la spondylarthrite. À cette fragilité psychologique intrinsèque s'ajoute le plus souvent une épine irritative, dentaire ou temporomandibulaire, foyer apical, trouble de l'occlusion, etc., qu'il conviendra de rechercher et de corriger avec soin. Alors pour mes amis dentistes, je vais vous faire rire. J'avais un de mes étudiants en ostéopathie qui venait faire son mémoire de fin d'études, et puis il vient me voir, il me dit il faudrait que je voudrais un sujet pour faire mon mémoire. Alors je dis, tu as un sujet merveilleux là, que personne n'a osé faire, c'est la fibromyalgie. Alors il me dit, d'accord. Bon, alors je lui explique un peu ce que c'est, comment il faut rechercher les documents, etc. Et puis je lui dis, voilà, tu vas sélectionner une vingtaine de patients et puis tu vas essayer de voir qu'est-ce qui marche. Alors je le vois revenir quelques semaines après et il me dit, c'est assez terrible parce qu'on ne peut pas les toucher. À peine on les mobilise, à peine on fait les tests, ça leur fait mal, etc. Et puis je ne vois vraiment pas ce qui a conduit. Enfin, je dis c'est normal, tendino-musculaire, psychologique, etc. Je lui dis mais il y a quand même une manœuvre que tu peux faire et qui ne devrait pas faire de mal, c'est travailler sur l'articulation temporomandibulaire. Donc il faisait des décoaptations temporomandibulaire, extrêmement douce. Et en fait, ça a amélioré quelques patients, et un en particulier qui a été guéri suite à cette décoaptation temporomandibulaire. Alors c'est très intéressant parce que l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation d'abord très importante, il y a beaucoup de muscles masticateurs, et en plus, c'est une articulation qui est sollicitée durant toute la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, le jour, vous marchez sur vos pieds,
Mais la journée, vous marchez sur vos dents. Parce que vous bruxez, vous serrez, vous ressassez tout ce qui s'est passé dans la journée. Et donc, vous vous levez le matin, vous êtes fatigué parce que toute la nuit, vous avez marché sur vos dents. Et tout ça, ça se porte sur l'articulation temporomandibulaire qui elle-même peut ne pas être douloureuse. Par contre, elle appuie sur tous les os de la base du crâne. Donc, c'est intéressant. Et moi, personnellement, je conseille à tous les praticiens, quand vous avez un fibromyalgique, de contrôler l'articulation temporomandibulaire et de regarder s'il n'y a pas une dissymétrie, s'il n'y a pas une douleur à ce moment-là, etc. Et puis éventuellement de l'envoyer chez un praticien qui s'y connaît un petit peu. Quelles sont les causes? Alors ça, c'est très intéressant. Donc là, je vais vous présenter tout ce qu'on trouve à l'université. Vous allez voir que c'est complètement, il pédale dans la choucroute de façon absolument merveilleuse. Alors, les causes du syndrome ne sont pas encore connues en médecine occidentale. Bien que la fibromyalgie engendre des douleurs musculaires chroniques, il n'y a aucune lésion visible dans les muscles pouvant expliquer ces douleurs. Alors, évidemment, on a fait des électromyogrammes, on a fait des biopsies tendinomusculaires, ils n'ont rien trouvé. Il s'agit d'une maladie où de nombreux facteurs sont probablement à l'origine des symptômes. Alors, plusieurs hypothèses ont été avancées. Épuisement de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, ou axe du stress, diminution du seuil de perception de la douleur, anomalie physiologique du système nerveux, facteurs génétiques. Voilà, ça, c'est toutes les hypothèses qu'on a avancées. Alors, en général, en médecine, quand on avance une quantité d'hypothèses, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'il n'y en a aucune qui est bonne. Alors, on va essayer de voir quels sont les arguments que nous proposent nos maîtres. Alors, épuisement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, on pense qu'il peut y avoir eu, chez ces personnes prédisposées, une succession de deux phénomènes importants. À l'adolescence ou durant l'enfance, un événement très émotionnellement éprouvant, un stress puissant, par exemple, attouchement, inceste, etc. Donc, un problème de traumatisme psychoaffectif majeur perturbant le fonctionnement cortical par une insécurité chronique. Et à l'âge adulte, sur ce terrain prédisposé, à l'occasion d'un nouveau stress, il va y avoir une réapparition de ces phénomènes anxiogènes et la personne va basculer sur le syndrome fibromyalgique. Alors on retrouve parfois ce type de séquence chez des personnes fibromyalgiques, mais on le retrouve aussi chez des gens qui n'ont absolument pas de fibromyalgie, qui ont des anorexies, qui ont tout un tas d'autres comportements ennuyeux, mais pas forcément fibromyalgiques. Donc, ce n'est pas probant. Voilà, alors ils vous font des beaux schémas en vous disant, voilà, il y a un élément stresseur, la CTH est sécrétée, il y a un épuisement surrénalien, l'adrénaline et la noradrénaline sont sécrétées, elles ont elles-mêmes des effets corticaux en tant que neurotransmetteurs, et donc elles vont perturber tout un tas de phénomènes qui donneraient la fibromyalgie. Deuxième hypothèse, les personnes atteintes de fibromyalgie ressentent davantage la douleur que les autres. En d'autres termes, le système nerveux répond de façon anormale aux stimuli extérieurs. Une légère pression suffit à déclencher un message de douleur chez les personnes fibromyalgiques. Alors, il existe en effet des gens qui ont des insensibilités à la douleur. Il y a une maladie génétique comme ça où les gens ont des véritables insensibilités à la douleur et on les dépiste quand ils sont tout petits parce qu'ils se brûlent, ils se font très mal, ils s'écrasent les doigts, ils se font des trucs comme ça et en fait, ils ne pleurent pas. Et donc, à ce moment-là, on est amené à se poser des questions et après, il faut faire très attention parce que quand même, la douleur, c'est un signal de sauvegarde. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la perception douloureuse. C'est assez rare, mais ça existe. Alors, il y aurait chez les fibromyalgiques une sensibilité à la douleur qui serait exacerbée et ça serait lié au dysfonctionnement de certaines zones du cerveau ou à des anomalies de la transmission des messages nerveux. Là encore, vous voyez, on pédale complètement dans la semoule, ça repose sur rien du tout. Voilà, alors ils vous font des beaux schémas, ils vous disent voilà, l'organisme possède son propre mécanisme antidouleur. Alors,
c'est très beau de le dire, mais en fait, ça, on connaît très bien ça en oral thérapie. C'est ce qu'on appelle les contrôles de porte. Alors, où ils sont ouverts, où ils sont fermés, mais il n'y a pas de... Il faut que ça soit clair. Là, c'est un postulat qui est sans aucune explication. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que quand la douleur, venant de la périphérie affecte les contrôles de porte, eh bien, il va y avoir un retour pro-inflammatoire et algique qui peut entretenir cette douleur. Anomalie physiologique du système nerveux. Alors, l'anomalie physiologique du système nerveux, pourquoi pas, hein. Plusieurs études ont montré une diminution des taux de neurotransmetteurs, comme le glutamate. Ça me paraît bizarre parce que le glutamate, il est excitateur, hein. Donc, normalement, c'est la baisse du glutamate qui devrait être impliquée, ou de la sérotonine. Voilà, c'est la baisse du glutamate. C'est l'augmentation du glutamate qui devrait être impliquée, ou de la sérotonine chez des personnes atteintes de fibromyalgie. Bon. Ceci dit, j'attends de voir vraiment une étude avec les nouveaux dosages des neuromédiateurs qu'on a, qui sont quand même beaucoup plus fiables. Et à ce moment-là, on pourra en discuter. De même, des anomalies hormonales concernant l'hypophyse, le thalamus dans le cerveau ont été décrites chez les patients fibromyalgiques. Alors, on verra que dans les atteintes fibromyalgiques, on a souvent chez ces patients aussi des endométrioses, on a des dysménorrhées, on a tout un tas de problèmes algiques parallèlement. Et donc, ce n'est pas non plus très spécifique. Aucune de ces observations ne permet cependant à elle seule d'expliquer la maladie. C'est clair. Facteur génétique, dernière hypothèse. Il est désormais démontré que la fibromyalgie a également une composante génétique, plusieurs personnes étant atteintes dans certaines familles. Ces recherches ont montré que la fibromyalgie est associée à des variations sur les gènes de production de différents neurotransmetteurs. Cependant, ces polymorphismes ne sont pas spécifiques à la fibromyalgie et sont associés à une variété d'autres maladies, comme le syndrome de fatigue chronique, le syndrome de l'intestin irritable et certaines formes de dépression. Certains gènes pourraient être impliqués dans le déclenchement de la fibromyalgie, mais les études effectuées dans ce domaine n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Oui, on continue à pédaler dans la semoule. Alors, il y a même des gens qui se sont amusés à faire des trucs sympas. Voilà, par exemple, on a mis des patients en caisson hyperbare, hein. Alors, le caisson hyperbare, donc on les met dans un caisson et puis on fait comme si on les descendait au fond de l'océan en augmentant la pression. Alors, on les descend à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 60 mètres, 70, etc., 100 mètres. Et à ce moment-là, évidemment, il y a beaucoup plus d'oxygène qui pénètre dans les globules rouges, donc les organes sont beaucoup mieux oxygénés, et donc ils ont beaucoup moins de douleur. Et puis, on les remonte doucement, 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 parce qu'il ne faut pas faire un choc barique, hein, donc on les remonte dans quelques heures, le temps que le CO2 qui était dissous dans les tissus se redissolve dans le sérum. Et puis, donc, évidemment, comme ils ont un sang et des organes hyper oxygénés, ben, pendant quelques semaines, ils vont bien. C'est le même phénomène que de mettre des athlètes à la montagne en préparation des Jeux Olympiques, par exemple. Hein, c'est-à-dire, dans la montagne, on augmente le nombre de globules, et là, en les mettant en hyperbare, au contraire, on augmente la charge en oxygène des globules. Donc, autrement dit, ils vont aller mieux, ils seront moins fatigués et les muscles iront mieux, donc on les améliore. Mais là non plus, ce n'est pas un traitement de la cause, hein, ce n'est pas du tout étiologique. Puis ça coûte quelque chose quand même, le coup. Hein, les 6 heures de caisson hyperbare, ce n'est pas donné quand même. Alors, que faire? Que faire? Alors, les classiques se contentent de proposer des antalgiques avant l'effort, des antidépresseurs et de la balnéothérapie chaude, et puis une prise en charge psychologique. Autrement dit, vous avez mal, on va limiter votre douleur, vous êtes déprimé, on va vous donner un antidépresseur, et puis on va vous mettre du chaud parce que le froid vous aggrave, et puis évidemment, on va vous écouter parce que vous êtes en souffrance.
voyez, c'est le top de l'allopathie. Alors en fait, quand on réfléchit à la fibromyalgie, c'est assez facile, la fibromyalgie, avec les outils de la médecine traditionnelle chinoise. En fait, la manifestation de la fibromyalgie, ce sont des douleurs aggravées par le mouvement, qu'ils soient actifs ou passifs. Alors ça, c'est typique, c'est un excès de yang du foie. Le foie gère le tendinome musculaire et le yang, c'est la fonction. Donc dès que vous mobilisez un organe qui est déjà plein de yang, qui est en excès de yang, eh bien, vous aggravez le patient et vous créez une douleur. Donc, le diagnostic en médecine chinoise de la fibromyalgie, c'est excès de yang du foie. Donc, il est clair que l'acupuncteur va, avec ses aiguilles, et on va voir que l'homéopathe va faire pareil avec des remèdes, hein, on va traiter, on va disperser l'excès de yang du foie. Alors, on va piquer les points de vésicule biliaire, on va faire le mini-minuit, on fera tout ce qu'on veut. Hein. Et en fait, on va améliorer le patient. Mais est-ce que ça va durer? Pas bien. On va soulager le patient, mais il faut se poser toujours pareil la question de la cause et de la cause de la cause. Donc, la cause de cet excès de yang du foie, eh bien, c'est un vide de sang du foie. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'histoire du ballon et de la ficelle. Vous avez il y a une petite fille qui se promène au bord du lac de Genève avec un ballon et une ficelle. Évidemment, il y a un garnement qui arrive avec son couteau suisse, il coupe la ficelle, évidemment, le ballon monte. L'excès de yang du foie, c'est le ballon qui monte. C'est la manifestation, mais la cause, c'est que la ficelle a été coupée. Et qu'est-ce qui tient la ficelle? Qu'est-ce qui tient le yang du foie? C'est le sang. Et vous savez que le foie, c'est le réservoir du sang dans le cœur. D'ailleurs, c'est lui qui contient le fer, c'est lui qui stocke la vitamine B12, hein, et c'est une énorme éponge de sang, le foie. Donc, il y a ce qu'on appelle un vide de sang du foie, c'est-à-dire une tendance anémique. Donc là, on a identifié une première cause, c'est la tendance anémique. Mais on doit se poser la question suivante, c'est de dire, mais en fait, pourquoi il y a un vide de sang du foie? Et en fait, dans le cycle des 5 éléments, on se rend compte que l'ensemble d'organes qui va alimenter le foie, ce qu'on appelle sa mère en médecine chinoise, c'est le rein et la surrénale. Et donc, on va se rendre compte que ces patients, ils ont une sécheresse cutanée et muqueuse, et puis ils ont soif. Et ça, c'est un symptôme typique, c'est-à-dire dans la journée, ils s'arrêtent pour boire. Et donc, c'est un symptôme typique de vide d'eau du rein. Alors, il y a des cas où on aura un vide de yin du rein. Par exemple, là c'est la structure qui est attaquée. Par exemple, j'ai vu des cas où des femmes présentaient une fibromyalgie immédiatement dans les semaines qui ont suivi une hystérectomie, par exemple. Parce que l'utérus, c'est une entraille curieuse du rein. À partir du moment où vous l'enlevez, vous attaquez le yin du rein. Donc le yin du rein perd de la structure et à ce moment-là, il ne peut pas alimenter le sang du foie, qui ne peut pas contrôler le yang, tendinome musculaire. Voilà. Et en plus, le rein, c'est l'organe qui va gérer Joshe, c'est-à-dire le vouloir vivre, hein, la détermination, la volonté. Et donc, cette absence de volonté du rein va donner une dépression. Donc, on retrouve avec cette atteinte, ce vide d'eau du rein, l'élément dépressif qui est noté si souvent, si fréquemment, comme sous-jacent à la fibromyalgie. Et puis, il faut se poser la question suivante, se dire, mais en fait, si le rein ne va pas bien, à part l'attaque directe, pourquoi il y a un vide d'eau du rein? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le rein, il a deux sources. Il a deux sources particulières. Il a le poumon, qui est sa mère, comme on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire l'ensemble des organes qui l'alimentent, selon le cycle chêne. Et le poumon, donc, va normalement nourrir le rein. Or là, il ne l'a pas nourri. La mère n'a pas nourri son enfant, comme on dit en médecine chinoise. Donc, c'est que le poumon a quelque chose. Et le poumon, en particulier, il est intéressant, on va le voir, pour tout un tas de symptômes. Et en particulier, le grand symptôme de vide de chi, vide d'énergie du poumon, c'est la fatigue. C'est le poumon qui gère la fatigue. L'oxygénation du corps est un élément défatigant. D'ailleurs, c'est pour ça que les Israéliens ont bien compris qu'en mettant les gens en caisson hyperbare, en augmentant leur oxygénation, ils amélioraient les fibromyalgies.
Et puis également de la rate pancréas, qui le contrôle et le nourrit. La rate pancréas nourrit et contrôle le rein. Et donc, là, on va avoir deux types de patients différents. Les patients dont la cause primitive est rate et les patients dont la cause primitive est poumon. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes. On peut s'en rendre compte en suivant les patients fibromyalgiques. Voilà, et donc c'est intéressant parce que en fait, l'analyse de la médecine chinoise explique parfaitement bien la variabilité des symptômes et des causes de la fibromyalgie. Alors, je vous ai mis ça sur un petit schéma. Les mécanismes cachés d'une affection mystérieuse. Voilà, donc vous avez le yang apparent au niveau du foie, les douleurs tendinomusculaires. Ben, la cause, c'est le rein qui n'a pas nourri. Donc, on a dépression et trouble du sommeil. On a un trouble du sommeil parce que l'eau du rein ne calme pas chaîne du cœur, au niveau du cœur. Hein. Donc, l'insomnie est liée au vide du rein aussi. Et puis, s'il n'y a pas d'eau dans le rein, ben, c'est que le poumon n'a pas nourri. Et donc, on a ce fond d'insécurité des patients poumons et surtout l'asthénie, parce que le poumon va gérer l'oxygénation du corps et la fatigue, l'énergie. Et puis, vous avez l'aspect rate, l'aspect psychologique de la rate, avec les soucis et les idées fixes. Et là, vous avez tout le tableau du patient fibromyalgique, soucis, asthénie, dépression, troubles du sommeil et douleurs tendinomusculaires. Voilà. Alors, les homéopathes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on a, par exemple, dans le répertoire de Murphy, on a les remèdes de la fibromyalgie. On a 55. 55 avec des grands remèdes. Alors, on voit carcinosinum, lactique acide. Ben, lactique acide, c'est l'acide lactique, hein, c'est ce qui donne des crampes. Phosphorique acide, grand remède de dépression. Rustog, grand remède de douleurs tendinomusculaires. Gelsemium, grand remède de crampes et de tremblements. Ruta, grand remède aussi de lésions tendinomusculaires. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Et entre autres, arnica, arsenic, l'incapacité à se détendre, etc. Voilà. Comment on va choisir à travers ça? Ben, on va essayer de réfléchir. Alors, les remèdes, quels sont les remèdes du syndrome tendinomusculaire sur vide de sang? Alors, il y a un grand remède qui a tout ce syndrome tendinomusculaire. Voilà. C'est Actea racemosa, qu'on appelle aussi simicifuga, qui est un remède de douleur tendinomusculaire, en particulier de type torticolis ou dorsalgie. Et on sait que c'est un remède de douleur tendinomusculaire par vide de sang parce qu'il est aggravé pendant les règles. Donc ça, c'est typique de la douleur, le yang du foie sur vide de sang du foie. Vous avez aussi Ferrum-Phos, hein, qui est un grand remède d'anémie, Sepia, qui est un grand remède de tension nerveuse et de douleur tendinomusculaire sur vide de sang, Gelsemium, etc. Ça, c'est tout des remèdes du pôle foie. Et puis, vous avez des remèdes qui vont agir sur le vide d'eau. Hein. Donc, vous avez Causticum, qui est un grand remède sec, qui est un ammonium. Ammonium mûr, qui est un grand remède d'ailleurs de sécheresse articulaire. Ammonium mûr, c'est un des grands remèdes de la polyarthrite rhumatoïde. Lycopodium, qui est un grand remède également de sécheresse et de lithiase. Mais Lycopodium, personnellement, je trouve que c'est un remède qui est beaucoup plus masculin que féminin. Et puis, vous avez aussi là-dedans, dans la liste que vous avez vu passer, tous les acides, qui sont des remèdes de la relation rat-rein et qui tous ont un contexte algique et asthénique. Alors, il y a un petit remède qui est intéressant, c'est la spiruline. Vous savez que la spiruline, on dit que c'est une algue verte. En fait, ce n'est pas une algue verte, c'est une corinébactérie. Autrement dit, c'est un ozone. Et c'est un remède de la voie des eaux. Il est fabriqué sur de l'urine, en fait, sur des eaux stagnantes assez chargées en déchets. Et donc, il a la propriété de relancer la voie des eaux, c'est-à-dire qu'il va gommer la fatigue, il va apporter du chi au poumon, il va relancer le pôle rein, et ce faisant, il va aider à contrôler le yang du foie. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc tout bête que vous pouvez conseiller en première intention aux fibromyalgiques. La spiruline les améliore.
C'est pas très spécifique, mais enfin, ça leur fait du bien. Alors, vous avez des complexes homéopathiques, hein. En particulier, vous avez chez Reykjavik, vous avez Kieta, qui est utilisé en cas d'insomnie et d'agitation nerveuse, hein. C'est un grand remède de la spasmophilie et qui marchera pas mal aussi chez les fibromyalgiques. Vous avez Zincom, hein, qui est un remède du poumon. Vous avez Passiflora, qui est un cuivre, hein. C'est un remède aussi des crampes au niveau du tendon musculaire. Humulus lupulus, hein, qui est un remède du rein. Vous avez Avena sativa, qui est aussi un zinc, hein. Voilà. Et puis chez elle, vous avez Spascuprel, Aletis L, ça c'est très intéressant, c'est un remède du vide de sang. Coenzyme composé, qui est un remède de vide de chi du poumon. Ignatia Macor, qui est un remède de dysneurotonie, hein, etc. Neuroingel, qui contient en particulier phosphoric acide, qui est un grand remède de dépression et acide. Ovarium compositum, alors il peut être intéressant d'ailleurs de corriger les troubles des règles parce que l'ovaire va favoriser l'eau au niveau du rein. Très souvent, on voit d'ailleurs les femmes fibromyalgiques qui sont aggravées en particulier par leurs règles ou par un trouble hormonal qui va agir ou sur le sang ou sur l'eau. Donc toujours pareil, le yang du foie ne sera pas géré. Alors, on a vu quand même, vous pensez bien que depuis qu'on fait des BNS, étant donné que la fibromyalgie touche à peu près 3% de la population, on en a vu défiler pas mal. Et il y a une plante extraordinaire qui nous est apparue sortir le plus fréquemment sur tous les bilans et avoir un effet tout à fait remarquable, c'est le colza, Brassica napus oleifera, que personnellement, moi, je donne en 1 DH 30 gouttes par jour, et qui en plus a bénéficié d'une pathogénésie par Jérémy Cher en 1997, qui est tout à fait évocatrice. Voilà les symptômes de la pathogénésie de Brassica. Psyché, irritabilité, anxiété, dépression, troubles de mémoire, insomnie, sensations vertigineuses. Soma, asthénie majeure et syndrome tendinomusculaire, myalgie, douleur périarticulaire, syndrome de Raynaud, syndrome du canal carpien, digestif, hein, hépatomégalie, oui, on est dans les problématiques de foie, hein, troubles hépatiques avec dysphagie et amaigrissement, litre de sang du foie, et la peau, prurite, rash, ben ça c'est le yang du foie qui n'est pas contrôlé, œdème de la face, syndrome sec oculaire et buccal, mais ça c'est le vide d'odorant. Vous voyez, donc vraiment, là on a une plante qui va vraiment remettre de l'eau dans le rein et remettre du sang dans le foie. Et donc, à long terme, vous n'aurez pas un effet immédiat de Brassica, mais il faut prévoir de faire déjà 3-4 mois de Brassica. Et personnellement, pratiquement personne n'a résisté à 3 mois de Brassica. On voit le syndrome qui diminue progressivement et au bout de 3 mois, il y a à peu près la moitié des malades qui n'ont plus grand-chose. Simplement en donnant Brassica. En plus, c'est une très jolie plante, c'est une crucifère, hein, c'est la famille du radis et du chou. Et les anciens disaient le chou guérit tout. Alors, on s'est penché, personnellement, je me suis penché sur la base de données des BNS, hein, pour voir de quel remède se rapprochait le plus l'action biologique de Brassica. Et alors, on trouve des remèdes hépatiques et tendinomusculaires. L'humus campestris, l'orme, Glycyrrhiza glabra, oui, tout ça, c'est des remèdes du groupe du soufre. Hein. C'est des soufres, hein, c'est foie. Glycyrrhiza glabra, la réglisse. Vanilla planifolia, la vanille qui remet de l'eau dans la tendine musculaire, hein, qui calme les inflammations, qui est un magnésium. Chilidonium majus, qui est un phosphore, qui est un remède du poumon, mais avec une polarité secondaire foie. Et puis, on trouve aussi, assez proche de l'action de Brassica, on trouve Evonimus atropurpureus, qui est le fusain, qui est un alumine, Docus carota, hein, la carotte, qui est un alumine aussi. Hein, tout ça, les alumines, c'est un groupe de remèdes qui est une sécheresse au niveau du rein. C'est un grand groupe dans lequel il y a énormément de symptômes de lithiase, hein, plus d'eau, donc les cailloux précipitent. Carum carvi, hein, le carvi,
là aussi, du groupe alumina. Donc, tout des remèdes du vide d'eau d'urine. Alors, en sérothérapie, on avait deux complexes qui étaient intéressants, diencéphale et neurovasculaire, hein, qui amélioraient beaucoup les patients. Le problème, c'est que les sérocytoles ont été rachetés par les Chinois et que maintenant, on ne peut plus garantir la qualité des produits. Donc, on va passer. Et puis, on a dans notre équipe une charmante jeune femme qui nous a envoyé ce bilan, qui est récent, d'une patiente fibromyalgique. Alors, c'est intéressant parce que c'est une jeune femme de 35 ans qui a une maladie de Gilbert. La maladie de Gilbert, c'est une affection génétique qui fait que, justement, on a du mal à dégrader la bilirubine. C'est des patients qui ont toujours les conjonctives un peu jaunes et qui ont des taux de bilirubine un petit peu supérieurs. Donc déjà, au départ, elle a une dysfonction hépatique. Elle consulte pour fibromyalgie, double sciatique, lombalgie, dépression et troubles du sommeil. Oui, le tableau est complet. Alors, son histoire. Donc, la maladie de Gilbert a été diagnostiquée à 17 ans, car elle ne supportait pas la pilule. Donc, à la place, on lui a mis un stérile hormonal, qu'elle dit supporter. Elle ne prend aucun médicament sauf du magnésium marin. Alors en effet, le magnésium a été proposé par les classiques comme un traitement susceptible d'améliorer la fibromyalgie. Ce n'est pas étonnant, le magnésium, c'est sur l'axe poumon-foie, hein, et c'est un remède du foie, donc donner un peu de magnésium, ça fait toujours du bien. Depuis son adolescence, mal au dos, maladie de Scheuermann, avec scoliose et rotation de la colonne vertébrale, tassement de 2 vertèbres, elle a porté un corset. Mal de dos revenu vers 24 ans, peut-être suite de soucis professionnels. Et depuis, cela fait 10 ans qu'elle souffre de douleurs diverses. Elle a eu 2 grossesses difficiles avec accouchement par césarienne, pré-éclampsie, et elle a mal vécu les deux. Elle a été diagnostiquée fibromyalgique en 2017. C'est une assistante de gestion actuellement en arrêt de travail pour burn-out. Et elle espère un statut de handicapé et la possibilité d'un poste aménagé à 50% de son temps. Donc, quelque chose d'assez classique finalement. Alors, en fait, les examens qu'elle nous présente, c'est une discopathie dégénérative, hein, IRM, scanner, etc., avec les dorsales basses, les lombaires basses, hein, et un petit kyste au niveau de S2. Il n'y a pas de rhumatisme inflammatoire, même si sa mère souffre d'une spondylarthrite ankylosante. Le rachis cervical est bien à la radio, mais elle se plaint de douleurs diffuses. Elle a un scanner thoracique qui est normal, bien qu'elle présente une douleur sous-mammaire gauche. Les analyses biologiques sont toutes normales, donc il n'y a pas d'inflammation, donc ça élimine la spondylarthrite. Et actuellement, au niveau émotionnel, elle est affectée car on a diagnostiqué un cancer du poumon chez son père et sa belle-mère est également atteinte d'un cancer. Donc actuellement, c'est pas la joie à la maison. Alors voilà ce qu'elle a rempli au niveau du questionnaire des BNS. Hein. Frileuse. Alors ça, c'est intéressant comme symptôme. Hein. Frileuse, ça veut dire vide de sang. Parce que c'est le yang qui réchauffe. Hein. Mais si vous n'avez pas de sang, ça ne peut pas tenir. Fatigué, aggravé à l'exercice physique, donc le poumon est faible, le foie est en vide de sang, il y a des douleurs chroniques et répétées, il y a une anxiété forte et des angoisses sans cause objective, le sommeil est globalement perturbé, il y a un état dépressif, envie de rien, se dévalorise, il y a des douleurs un petit peu partout, elle a eu des vaccins récents, en plus ça n'a pas amélioré, ça a bloqué la rate. Hein. Et puis, en saveur recherchée, on voit qu'elle recherche le sucré et le salé, et que dans les antécédents familiaux, il y a eu un diabète. Alors ça, c'est intéressant. On va essayer de voir maintenant à quoi ça correspond au niveau du bilan. Alors, le BNS 24, qu'est-ce qu'il nous dit? Tendance lymphoïde. En fait, il faut comprendre qu'il y a quasiment égalité entre lymphoïde et déminéralisé. Ça veut dire qu'elle est rate-rein. On est sur rate-rein.
Alors, on observe donc cette double tendance, lymphoïde, donc rate pancréas. Le poids est normal, mais elle a des antécédents familiaux diabétiques. Et d'ailleurs, on va voir plus loin que le test ammonium, qui est un test qui contrôle la gestion des sucres, hein, mais pas seulement, mais qui contrôle en particulier la gestion des sucres, c'est un des tests les plus élevés. Il peut être intéressant de demander le poids de ses enfants à la naissance. Il faut savoir qu'un bébé de plus de 4 kg va évoquer une hérédité diabétique. Probablement, ces grossesses ne se sont peut-être pas bien passées et il y a peut-être eu des césariennes puisqu'elle avait des gros bébés. Et ça expliquerait justement que la rate pancréas n'aille pas si bien que ça, qu'elle ait un désir de sucre et qu'elle soit en blocage là. Et puis déminéralisé, donc problématique rein surrénale, d'autant plus qu'il y a un vide d'eau et on va voir que les albumines sont basses. Alors, on voit que le poids est bien, hein, c'est sûr, hein, 60 kg pour 1,60 m, mais par contre, bon, elle a un IMC qui est normal, mais il n'y a pas de problème de surpoids. Alors, au niveau du protidogramme, on voit qu'il y a un petit vide d'eau, il n'est pas énorme. Le sang est normal, il n'y a pas de vide de sang évident. Elle est fatiguée, une petite baisse des alpha-2, et puis bêta-gamma sont normales. Donc, qu'est-ce que dit le système ESPER? Dit tout est normal. Et c'est vrai que c'est un protidogramme qui n'est pas perturbé quantitativement, mais on voit que le paramètre le plus perturbé, c'est le vide d'eau du rein avec les albumines basses. Enfin, basses, normales, tendance basse. Alors, curieusement, normalement, les albumines normales, tendance basse, on a les globulines basses. Pas du tout. Là, on a les globulines élevées, et même nettement élevées. On est à 56% de score, et les globulines sont presque à 12 écarts. Donc, ça veut dire qu'elle est dans la fourchette haute de l'inflammation. Donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance tissulaire et il y a un état inflammatoire au niveau des tissus. Il y a un stress oxydatif. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'iode est bas et le zinc est haut. Alors, il y a une dissociation iode-zinc. Alors, l'iode, c'est un marqueur thyroïdien, mais c'est aussi un marqueur de l'allergie. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une allergie chronique. Et le zinc est un marqueur des stéroïdes, mais c'est aussi un marqueur de la présence d'IgA. Et donc là, probablement, il y a pas mal d'IgA, c'est-à-dire d'anticorps membranaires, et que ça correspond à une intolérance alimentaire. Donc, sur un bilan comme ça, avec dissociation iode-zinc, je parierais pour une intolérance alimentaire. Ce qui expliquerait le stress oxydatif. Voilà. Donc, il faudra envisager un dosage des anticorps alimentaires, car sans éviction spécifique, les choses ne s'amélioreront pas. C'est sûr que si tous les jours vous prenez des aliments qui enflamment votre intestin, que cette inflammation va se répercuter sur votre foie, va perturber le métabolisme du foie, va vider le sang et va favoriser un manque du foie, vous aurez mal, vous ne serez jamais bien. Donc, il va falloir rapidement identifier les aliments en cause et faire une éviction qui va durer au moins une année. Cet état inflammatoire de bas grade donc, va perturber le métabolisme hépatique, comme je l'ai dit là. Et d'ailleurs, le test manganèse, qui est un test qui, on va le voir, qui est un test qui est très lié au cholestérol, hein, commence à augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une inflammation chronique au niveau du foie. Quand le manganèse augmente, c'est que le foie sécrète beaucoup de cholestérol parce qu'il y a des rustines à faire, il y a de la souffrance cellulaire, etc. Et le cholestérol, c'est une sorte de rustine, et puis c'est la base des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire on est dans une demande d'adaptation pro-inflammatoire. Et l'équilibre acido-basique aussi qui est perturbé, on va le voir. Ces phénomènes expliquent d'ailleurs très bien le contexte d'algie tendinomusculaire. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes dans une situation d'acidose sur sécheresse caractéristique de la phase 4 de Reykjavik. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, reportez-vous sur le site médecine-intégrée.com et vous tapez phase 4 de Reykjavik et on vous expliquera qu'est-ce que c'est les phases de Reykjavik
Et la phase 4 de Reykjavik, c'est l'apparition de la sécheresse tissulaire suite à une inflammation de bas grade. Et cette sécheresse tissulaire va se manifester par des rougeurs, des douleurs chroniques, de la fatigue et de l'irritabilité. Et si on laisse évoluer, des fissures et des ulcérations. Donc, c'est des patients qui se présentent chez vous avec un cortège de plaintes associées, colon spastique, cystalgie, gastralgie, céphalée, syndrome des jambes sans repos, etc. J'ai l'habitude de dire que le patient qui est en phase 4 de Reykjavik, c'est beaucoup de nos patients, et c'est des patients qui sont très difficiles à contenter parce que dès que vous avez traité un côté, il y en a un autre qui lâche. Évidemment, on n'a pas traité la cause, donc ils reviendront pas pour vous faire plaisir, mais parce que vous n'avez fait qu'une thérapeutique partielle. Il faut aussi penser, alors évidemment, il faut aussi penser à une étiologie iatrogénique. Alors il y a beaucoup de médicaments qui vont perturber durablement le foie, la rate, le rein. Et donc, il y a beaucoup de médicaments qui vont induire des fibromyalgies. Entre autres, les fibrates et les statines. Vous savez que les fibrates et les statines bloquent le métabolisme du cholestérol dans le foie et vont donner des crampes et des douleurs fibromyalgiques. Et des fois, ça sera même tellement puissant que des patients vont se présenter avec un tableau de claudication intermittente. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus marcher 100 mètres, ils sont obligés de s'arrêter, ils ont des crampes. Et on va dire, oh là là, il faut faire un angioscan, il faut mettre des stents sur les artères, etc. Et en fait, ils n'ont rien du tout, c'est simplement le yang du foie qui est créé par le blocage induit par les statines. Les IPP, l'oméprazole, inhibiteur de la pompe à protons, l'oméprazole, pour calmer soi-disant la fameuse hernie hiatale qui n'existe pas 9 fois sur 10, on donne de l'IPP, ça bloque le foie et le rein. Donc, énorme inducteur de fibromyalgie. Et puis, ça bloque durablement le rein. Il faut savoir que moi, j'ai une patiente qui a fait 6 heures d'amnésie. Elle a fait une espèce de coma amnésique où elle ne se rappelait plus qui elle était, comment elle s'appelait, où elle habitait, etc. C'était assez angoissant. Oui. En fait, elle a fait une sorte d'œdème cérébral par blocage rénal. Les bêta-bloquants et les barbituriques. Alors, les bêta-bloquants, c'est des benzothiazépines. Les barbituriques, c'est des benzodiazépines avec une action sur le rate pancréas. C'est des remèdes qui sont des dérivés de l'opium. Donc, tous les remèdes opiacés bloquent la rate pancréas et bloquent la façon de réagir au niveau du mental et du sympathique. Les antipaludéens, qui sont assez toxiques, les laxatifs et les diurétiques, qui vont agir sur le métabolisme de l'eau, l'allopuridol, le fameux Zyloric, qui va bloquer à la fois la rate et le rein, et puis les chimiothérapies, les anti-estrogènes, etc. Tout ça va avoir un effet sur le rein et le foie. Donc évidemment, pensez-y, vous savez ce que je dis d'habitude à mes étudiants, c'est que quand vous avez un syndrome que vous ne comprenez pas, regardez les médicaments qu'ils prennent, ouvrez votre compendium, votre Vidal, et puis généralement, en lisant les effets secondaires, vous allez retrouver les symptômes de dysplène. Et après, il faudra les convaincre de rapidement diminuer les doses et puis si possible de les arrêter quand ce n'est pas indispensable. Alors voilà, vous voyez, le manganèse, il est encore dans la norme, mais il commence à monter. Alors que le calcium, lui, il est relativement bas. Ça veut dire que les graisses alimentaires sont basses, elles ne bouffent pas n'importe quoi, c'est correct. Mais par contre, il y a une inflammation au niveau du foie et elle commence à fabriquer du cholestérol. L'équilibre acido-basique, je vous ai dit, l'ammonium était élevé, donc probable décompensation, désir de sucre, etc., problématique diabétique, donc le foie, la rate pancréas pédale. Et puis, on voit les acides aussi qui montent. Donc là, on voit qu'on rentre dans la phase 4 de Reykjavik avec les douleurs sur fond de sécheresse tissulaire. Le coefficient de stabilité biologique, il est limite. Il faut être supérieur à 75%. Alors là, on est à 75%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Ça veut dire aussi que les régulations sont quand même pas mal dégradées, quand même s'il n'y a pas grand-chose. Même si la biologie classique est entièrement normale, au niveau des régulations, c'est quand même pas le pire. Par contre, ce n'est pas vasculaire. Vous voyez, le coefficient
de vieillissement vasculaire qui doit être supérieur à 0,50, il est largement inférieur à 0,50, ce n'est pas une pathologie vasculaire. Donc on est rassuré sur ce plan-là, et puis on sait qu'on va avoir un peu plus de temps. Alors on peut présenter les résultats donc, sous forme d'histogramme. Hein. Donc là on voit qu'il y a un stress oxydatif qui est majeur. Et puis on voit que dans le stress oxydatif, vous savez que les globulines explorent les contraintes externes. Donc les E-bêta élevés, c'est la contrainte externe en médecine chinoise qu'on appelle le vent, hein, c'est-à-dire les soucis et les angoisses. Et on voit là, soucis et angoisses. Donc il y a du vent, c'est ce qu'on disait. Le père a un cancer du poumon, la belle-mère, elle va clapoter aussi, donc c'est pas gai. Et puis, il y a quand même un stress oxydatif qui atteint toutes les globulines. Et puis, on regarde après, c'est un bilan qui est un peu équilibré, mais surtout, il y a deux paramètres qui se dégagent nettement. Hein. Le magnésium, qui est quand même le marqueur des douleurs. Alors, quand il est très élevé, c'est des douleurs en aigu, et quand il est très bas, c'est des douleurs chroniques. Et donc là, on voit que c'est des douleurs aiguës, parce que c'est un phénomène. Si elle ne bouge pas, elle n'a pas trop mal. En fait, c'est vraiment ce qui est typique de la fibromyalgie, c'est la douleur par le mouvement ou la pression. Dès qu'on rajoute du yang, comme il y a un excès de yang, dès qu'on rajoute du yang, par la pression locale ou par le mouvement, ça déclenche la douleur. Voilà, donc le magnésium signe le phénomène algique. Et puis le deuxième, l'ammonium, qui est un paramètre de sécheresse et qui est un paramètre aussi de rein, hein, puisque c'est l'ambassadeur du rein dans le cœur, hein, les ammoniums. Voilà. Alors on regarde, donc ça c'est la même chose mais présenté différemment, et puis surtout on fait une répertorisation sur ces données biologiques. Et pour les homéopathes, on vous dit, c'est probablement, si vous voulez trouver le remède, pardon, on va revenir. Si vous voulez trouver le remède, c'est probablement dans le groupe du magnésium, de l'aluminium ou des acides. Et en fait, bon, pourquoi pas? On réfléchit, les trois groupes homéopathiques calculés, hein, acide, c'est rat de pancréas vers rein, alumina, c'est l'eau et le sang du rein, et magnésium, c'est le foie, c'est l'aspect chi du foie, foie vers le poumon. Vous voyez, donc on a là des remèdes qui vont agir sur tous les paramètres de la fibromyalgie, c'est-à-dire le foie, le rein, la rate pancréas et le poumon. Voilà, c'est toutes des dysfonctions qui vont faire un phénomène de domino, si vous voulez, et puis quand il y en a un qui va basculer, il va entraîner les autres, et on va se retrouver avec un syndrome complexe que les allopathes ne comprennent pas, mais qui en fait, grâce à la médecine chinoise, est tout à fait logique à explorer. Alors, quel remède on va utiliser? Moi, personnellement, en tant que polycrèche, j'utiliserai Sepia, qui est un remède typique de fibromyalgie, qui est un magnésium. Et bien sûr, il faudra vérifier les autres symptômes de Sepia à travers le tableau clinique. Et en particulier, Sepia, elle a un comportement relativement obsessionnel, hein, puisqu'on est dans une problématique d'analité et de contrôle. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement, un petit peu méticulomaniaques et puis assez toniques, justement, mais avec des phases dépressives. Voilà. Donc, je vous invite à relire le Sepia. Le remède est très bien synthétisé sur le site. Vous allez chercher dans homéopathie première année, vous verrez Sepia, c'est assez bien décrit. Les symptômes clés de Sepia sont décrits en une seule page et vous avez l'essentiel du remède. Alors, qu'est-ce que propose le bilan comme correction? Il propose plein de choses, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on va tout utiliser? Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord proposer des antioxydants. Pourquoi? Parce que les globulines sont augmentées, il y a un stress oxydatif. Et puis, on se rend compte que dans les plantes proposées, il y a Solanum lycopersicum, la tomate, qui est une plante de migraine. Hein, et surtout, c'est le lycopène de la tomate. Hein, c'est un grand antioxydant. Donc, on est conforté dans le fait de la nécessité de donner un antioxydant. On va donner du chrome, qui améliore le métabolisme sucré. Et puis, on va utiliser
une plante du groupe du magnésium qui va remettre de l'eau au niveau tendinomusculaire et qui est une plante qui est un draineur de sépia. Vanilla planifolia, la vanille. Alors, certaines ont du mal à la trouver. Hein. Heureusement, depuis quelques temps, Boiron s'est mis à en faire. En fait, c'est assez facile à faire. Vous prenez un litre de rhum, vous mettez une douzaine de gouttes de vanille Bourbon, hein, de la vanille naturelle qui arrive dans des petits étuis en verre. Vous la dilacérez au couteau, hein, pour en faire un petit peu une charpie. Vous trempez tout ça dans la bouteille de rhum, vous laissez macérer 3 semaines, et puis vous en prenez une cuillère à café avant le repas du soir, en guise d'apéritif. En plus, ça a l'avantage d'être délicieux. Et puis localement, alors parmi les essences qui sont proposées, alors il y a une essence qui est tout à fait intéressante, c'est le serpolet. C'est un cuivre, le serpolet. Et la pathogénésie, vous voyez, on l'a là, le serpolet. Et la pathogénésie du serpolet, c'est crampes, c'est contractures. Hein. C'est un grand remède des contractures. Hein. Donc, c'est un remède qui va agir sur les douleurs tendinomusculaires. Et c'est amusant d'ailleurs, vous voyez que dans les fleurs de bac, il sort Brassica napus. Hein. C'est le petit cousin, c'est la moutarde. C'est le petit cousin de Brassica napus oleifera. Donc, on pourra se poser la question de quelle fleur de bac donner si vraiment on veut avoir un effet émotionnel. Voilà. Alors, vous avez un livre qui a été publié par Nergui, que je connais, hein, sur la fibromyalgie. Puis ça, c'est mon étudiant qui a essayé de faire un mémoire sur l'ostéopathie et la fibromyalgie. Et puis, bien sûr, vous avez les références que vous devez savoir par cœur pour pouvoir nous joindre en cas de soucis au niveau de la méthode et de la médecine fonctionnelle en général. Voilà, merci beaucoup Jean-Yves. On n'avait pas de questions qui arrivaient pendant le webinaire. Je pense que c'était assez clair. On avait une petite question effectivement sur la vanille qu'on a du mal à trouver en ADH. Donc, la réponse est arrivée, nickel. Et Michel qui nous dit que pour Brassica napus, avec Cochlearia, on en est très proche. Voilà, alors pour Muriel Schumacher, Vanilla planifolia, donc elle peut le fabriquer elle-même, ça s'appelle ça s'appelle un rhum arrangé. Mais voilà. En Suisse, on le trouve à la pharmacie des Bergues à Genève. Ok. Combien de temps? On laisse macérer combien de temps dans 3 semaines. 3 semaines. Ok. Moi, je vais essayer. Voilà. Écoutez, Jean-Yves, je vous remercie beaucoup pour votre intervention ce soir. Là, il n'y a pas plus de questions qui arrivent, donc je pense que tout a été très clair. Je vous rappelle encore une fois qu'on est à votre disposition. Vous savez où nous trouver. Donc, contact@mybiobox.com. Vous retrouverez sinon toutes les informations sur le site MyBiobox. Et n'hésitez pas à me faire part de vos demandes pour les thématiques des prochains webinaires à venir. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence et votre intérêt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. À tous.